Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. On va effectivement vous poser une question sur ce débat sur l'indemnisation du chômage. Est-ce qu'il faut changer les règles? Est-ce que par exemple il faut taxer les contrats courts? Est-ce qu'il faut plafonner ou rendre dégressives les allocations chômage, Marine Le Pen? Alors, premier débat, est-ce qu'il faut que travailler rapporte plus qu'être au chômage? Oui, donc il faut augmenter en réalité les salaires. Voilà, et non pas baisser l'indemnisation du chômage. C'est-à-dire que vous augmentez le SMIC, par exemple? Je suis tout à fait opposé à cette réforme du chômage dont évidemment l'objectif c'est de passer un gigantesque coup de rabot. Vous imaginez bien que le gouvernement ne propose pas une réforme pour augmenter l'indemnisation du chômage ou l'allonger. C'est évidemment tout ça pour restreindre. Et moi je suis particulièrement inquiète sur la réforme les indemnisations du chômage. Prépare Muriel Pénicaud. Oui, pour les plus de 55 ans. Parce que eux, ils n'arrivent plus à retrouver un emploi. Il y en a 1 sur 2 qui est au chômage aujourd'hui. Et vous imaginez bien que la baisse ou la dégressivité ou la baisse des mois d'indemnisation du chômage va avoir pour eux des conséquences absolument catastrophique. Donc très gros coup de rabot reporté après les européennes, au passage accompagné par le très gros coup de rabot qui sera la réforme des retraites, dont l'objectif, là encore, c'est de baisser le niveau des retraites qui seront versées et non pas de l'augmenter, ce qui serait pourtant nécessaire pour les petites retraites. Quand vous dites augmenter les salaires, vous pensez au SMIC, augmenter les minimums légaux? Oui, le SMIC entraîne une augmentation des charges, vous savez. Donc moi, ce que je ne voudrais pas, c'est que les TPE-PME voient augmenter leurs charges et donc se retrouvent dans une difficulté financière. Beaucoup sont déjà à la limite. Mais j'avais proposé déjà à l'époque une prime de pouvoir d'achat, dont une partie d'ailleurs a été mise en œuvre par Emmanuel Macron. Vous applaudissez au fond cette prime Macron et l'augmentation de 100 euros. Oui, non, pardon, parce que le gouvernement est spécialiste, il met en place des dispositifs, vous cochez jamais les bonnes cases. Trop petit, trop grand, trop gros, trop vieux, trop ceci, trop cela. Jamais vous n'arrivez à remplir les cases pour pouvoir bénéficier véritablement de l'annonce qui a été faite. Donc quand le président Emmanuel Macron a annoncé 100 euros de plus pour tous ceux qui touchent le SMIC, c'était un mensonge. Une dernière question là-dessus, je n'ai pas compris. Si on augmente les salaires, vous dites qu'il faut faire attention aux TPE qui vont avoir plus de charges. Comment vous faites pour que ça ne pèse pas sur les entreprises? Par exemple, une prime de pouvoir d'achat. Cette prime de pouvoir d'achat, en réalité, elle permet d'augmenter les salaires nets, mais sans entraîner une augmentation. Donc vous baissez les charges. Des charges qui pèsent sur les entreprises. Vous baissez les charges? Non, pas obligatoirement. Si vous demandez à l'entreprise d'augmenter de 100 euros un salaire, forcément ça va... Mais pas obligatoirement. Vous pouvez très bien faire une prime de pouvoir d'achat sans obligatoirement que ça entraîne... C'est l'État qui paye. Oui, exactement. Oui, comme l'a fait... C'est une prime pour achat, mais payée par l'État et non pas par les entreprises. Oui, moi j'avais proposé qu'elle soit payée par une contribution sociale à l'importation, précisément pour permettre d'augmenter les bas salaires jusqu'à 1,5 fois le SMIC ou 1,7 fois le SMIC de mémoire, mais payée en réalité par la concurrence que nous font ceux qui importent massivement des produits dans notre pays. Alors j'imagine que vous avez lu l'interview de François Hollande dans Le Parisien dimanche. Ça a dû à la fois vous faire plaisir et vous agacer un peu parce qu'il prédit votre victoire, mais il parle de vous comme étant l'extrême droite. Donc la menace vient de l'extrême droite, je l'affirme, un jour elle arrivera au pouvoir en France, en 2022 ou plus tard, évidemment, il pense à vous. Oui, enfin bon, c'est la sémantique qui est utilisée par les socialistes depuis des décennies, dans l'objectif, bien sûr, de discréditer notre mouvement. Extrême droite, c'est devenu un mot qu'on colle sur des gens qu'on veut diaboliser, qu'on veut discréditer, qui n'a aucune réalité politique. Donc ce vieux socialiste, que François Hollande utilise ce mot-là, ne m'étonne pas particulièrement. Et quand il prédit votre victoire ? Écoutez, espérons qu'il a plus de qualité dans le rôle de Mme Irma que dans le rôle de président de la République. 2022, c'est la bonne date ou c'est plus tard? Pourquoi pas 2022, ça me paraît pas mal. Ouais. C'est possible? C'est surtout utile. C'est utile parce qu'en réalité, on voit que le pays se dégrade à une très grande vitesse, que les conséquences aujourd'hui de la concurrence déloyale, les conséquences de l'immigration massive se font sentir. Et certains même qui vivent ces difficultés se posent la question de savoir si c'est pas irrémédiable. Je ne le crois pas, moi. Je suis une grande optimiste, mais je pense que si la politique revient, la politique avec un grand P, alors on pourra inverser cette situation, comme Matteo Salvini, en matière d'immigration, est en train de l'inverser en Italie. Est-ce que pour cette conquête à laquelle vous aspirez, est-ce que les européennes, c'est un cap essentiel? Et est-ce qu'arriver en tête de liste pour en tête de scrutin pour Jordan Bardella, c'est pour vous un objectif, être premier parti
Oui, c'est évidemment l'objectif. C'est même absolument fondamental. Et donc si vous ne l'atteignez pas, ça serait un échec, les Européennes? Oui, si on n'arrive pas en tête, ce sera un échec, mais surtout un échec pour la France. Parce que je vais vous dire une chose, il y a en réalité deux aspects dans cette élection européenne. Il y a l'aspect évidemment Europe, c'est essentiel que nous soyons les plus puissants possibles pour constituer au Parlement européen un très grand groupe et nous allons défendre les nations et changer cette Union européenne épouvantable pour la transformer en Alliance européenne des nations, ça c'est une chose. Mais deuxièmement, évidemment, ça va avoir une conséquence sur la politique nationale. Est-ce que ceux qui nous écoutent imaginent ce que va faire Emmanuel Macron s'il arrive en tête de cette élection européenne? Mais il va se sentir pousser des ailes. Il va se dire que la politique qu'il a mise en œuvre depuis 2 ans est réclamée par les Français. Il va donc accélérer ce calendrier et accessoirement, je pense qu'il se vengera d'un certain nombre qui ont contesté sa politique. Donc ce sera terrifiant, si vous voulez. Et je crains, s'il arrive en tête aux européennes, que la deuxième partie de son mandat soit 10 fois pire que la première partie. Je vous laisse imaginer. Donc au fond, les Européennes, pour vous, vous allez rejouer une partie du match de la présidentielle. Écoutez ce qu'en dit Bruno Retailleau, c'était dans le grand jury dimanche sur RTL et LCI. On l'écoute. Ce que veut faire Emmanuel Macron, c'est essayer de rejouer le troisième tour des présidentielles et d'installer à nouveau ce match qui est un match terrible pour la démocratie française. Lui ou le chaos. Vous savez, le fameux clip d'En Marche, vous n'avez pas le choix avec le Front National. Vous avez d'un côté l'Europe, bouc émissaire, qui se disloquerait, c'est-à-dire la France sans l'Europe avec le Front National, et vous avez de l'autre côté avec Emmanuel Macron, une Europe technocratique. Voilà, est-ce que c'est ce binôme auquel parce que les Républicains, ils sont restés coincés dans le temps, en fait. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils n'arrivent pas à évoluer. Voilà. Venant de la part d'un représentant d'un mouvement qui pendant 30 ans a joué l'alternance avec le Parti Socialiste. Donc c'était un coup à l'époque l'UMP, un coup le Parti Socialiste, un coup l'UMP, un coup le Parti Socialiste. Quand soit sorti de ce métronome qui a été mortel pour le pays, parce qu'on voit les conséquences aujourd'hui quand même de toutes ces politiques qui ont été menées, il ne le supporte pas. Voilà, qu'il puisse y avoir une alternative à cet enfermement, il ne le supporte pas. Et deuxièmement, nous ne souhaitons pas, encore une fois, sortir de l'Europe, nous souhaitons sauver l'Europe. Et c'est justement sauver l'Europe de l'Union européenne, parce que l'Union européenne a fait énormément de mal à l'idée européenne, qui est une belle idée, avec des belles réalisations, Airbus, Ariane. Ça, c'était des nations qui, ensemble, ont décidé d'un projet et l'ont mené et ont réussi. L'ont mené de manière victorieuse. Depuis que l'Union européenne est en place, tout est un échec. La politique économique, la politique sociale, la protection en matière d'immigration, tout cela est un bilan qui est un bilan aujourd'hui désastreux. Mais quand vous voyez vos alliés italiens, par exemple, signer avec les Chinois pour faire de l'Italie et du port de Trieste le point d'arrivée des routes de la soie, vous ne dites pas qu'une Europe des nations, c'est une Europe de la compétition entre elles ? Non, pas du tout. Je suis très inquiète de cela. Je ne vous cache pas de cette intervention des Chinois. Mais pourquoi est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne parce que l'Union européenne, aujourd'hui, dit aux différentes nations, écoutez, nous allons financer vos infrastructures avec votre argent, parce que c'est l'argent des citoyens européens, mais nous allons y mettre des conditions. Et notamment, il faudra accueillir des migrants. C'est exactement ce qu'on dit. C'est parce qu'on fait les Italiens. Les Italiens disent, bon, on va profiter des milliards chinois pour... Mais laissez-moi terminer. Donc que font les nations les unes après les autres? Elles se disent, mais moi je ne veux pas qu'on m'impose une politique qui est contraire à la volonté de mon peuple. Donc si je n'arrive pas à trouver les financements auprès de l'Union européenne, ce qui serait pourtant absolument naturel, eh bien je vais aller les chercher ailleurs. C'est très grave. L'Union européenne ainsi jette un certain nombre de nations entre les bras. Vous lui dites à Matteo Salvini que c'est très grave? Mais je lui dirais, mais surtout ce que je veux avec Matteo Salvini, et il le veut aussi, et c'est pour ça qu'on se bat autant, avec autant d'énergie, c'est précisément qu'on change ça. Et qu'on arrête d'avoir une Union européenne qui, avec notre propre argent, nous fait du chantage pour nous obliger à accueillir des migrants, en contrepartie de quoi nous reverrons en quelque sorte une partie de l'argent qu'on leur verse. Ça, vous lui trouvez une excuse, vous dites il fait ça parce qu'il y est acculé par l'Europe, au fond. C'est pas un peu facile comme excuse? Mais dites-moi, l'Union européenne a fait la même chose. Alors, c'est pas un pays évidemment de l'Union européenne, mais a fait la même chose avec la Russie. En mettant en place les sanctions contre la Russie, qu'a fait l'Union européenne? Eh bien, elle a jeté la Russie entre les bras de la Chine et aujourd'hui est en train de se constituer un gigantesque groupe russe-chinois
une gigantesque entité extrêmement puissante sur le plan géopolitique et sur le plan économique, dont l'Union européenne sera la première victime. Donc l'Union européenne nous affaiblit, c'est ça mon discours. L'Union européenne n'a eu de cesse de nous enfermer, de nous affaiblir, de nous faire vivre dans un univers carcéral où elle n'avance à l'égard des nations que par la menace, le chantage et les insultes. Alors, autre attaque d'un ex-républicain, cette fois-ci, Xavier Bertrand, il vous accuse d'avoir colporté une fake news lors du débat du 4 mars sur les 60% de travailleurs détachés qui, disiez-vous, seraient employés pour la construction du canal Seine-Nord-Europe. On écoute Xavier Bertrand. C'est ça le Rassemblement national. Plus c'est gros, plus on pense que ça va passer. Mais il y en a marre d'entendre à chaque fois vos mensonges éhontés. L'emploi, vous vous en foutez. C'est quand il y aura moins d'emplois que vous pourrez prospérer. La vérité, c'est que sur ce projet, faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Vous pensez quoi? Qu'on va filer le boulot à des entreprises qui viennent de n'importe où? Et il continuait en donnant l'origine géographique de tous les salariés du canal Seine-Nord qui venaient en fait de la région. Non mais je veux bien écouter Xavier Bertrand qui est en campagne présidentielle, mais il faudrait que lui m'écoute. Ça n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y avait 60% de travailleurs détachés sur le chantier du terminal méthanier de Dunkerque. Et que je me posais la question de savoir si nous n'allions pas vivre la même chose avec le chantier du canal Seine-Nord. Alors il vient avec des accents populaires expliquer qu'il ne ce sera pas le cas. Mais comment est-ce qu'il peut s'opposer à cela? Parce que la réalité, c'est que la directive détachement des travailleurs, aujourd'hui, on ne peut pas s'y opposer. Elle a été modifiée pour intégrer la partie charge sociale. Oui, mais la réalité, c'est que c'est dérisoire. Il n'en demeure pas moins que les charges sont les charges du pays d'origine. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant pour une entreprise de prendre un travailleur détaché qu'un travailleur français. Et aujourd'hui, vous n'avez pas le droit d'interdire cela. Donc M. Xavier Bertrand peut crier, peut hurler, et peut faire sa com et son cinéma. Il n'en demeure pas moins qu'il est soumis lui aussi aux règles imposées par l'Union européenne. Et le problème, si vous voulez, c'est que quand une entreprise fait appel dans un secteur à des travailleurs détachés, toutes les autres entreprises du même secteur sont obligées de le faire, parce que sinon elles ne sont pas compétitives, et donc elles ne sont pas... Vous demandez la suppression immédiate de la directive? Donc moi je demande la suppression pure et simple de cette directive détachement des travailleurs, qui met en place dans notre pays une préférence étrangère à l'emploi, alors que nous avons 6 millions de chômeurs. Un mot sur le remaniement d'avant-hier, avec 2 conseillers du président qui deviennent ministres, une députée également. Est-ce que c'est une présidentialisation du régime? Est-ce qu'au fond, c'est choquant que les membres du cabinet deviennent ministres? C'est surtout la démonstration de l'affaiblissement et de l'isolement total d'Emmanuel Macron. Si vous voulez, quand vous en arrivez à prendre des conseillers pour en faire des ministres, c'est que vous n'avez donc personne à mettre comme ministre. Or, il s'était vanté d'être l'ouverture, il allait bouleverser la donne, etc. Et on se retrouve dans une situation où, encore une fois, on va puiser dans les conseillers de l'Élysée pour en faire des ministres. C'est une très grande preuve de faiblesse de la part d'Emmanuel Macron. Ça démontre qu'il n'a plus personne en réalité derrière lui, et que tous ceux qui peut-être avaient été séduits par lui au début de son aventure, eh bien, sont en train de partir les uns après les autres ou refusent les postes les uns après les autres. Les jours qui suivent vont être importants pour le quinquennat, parce que c'est la sortie du grand débat. Il va falloir que le Premier ministre et le Président disent aux Français ce qu'ils ont retenu du grand débat. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron pourrait ne pas finir son quinquennat? C'est vrai qu'on ne voit pas surtout la fin du grand débat. Anne Masserane, ne vois-tu rien venir? Je ne vois que le soleil. Normalement, c'est la semaine prochaine. Et l'herbe qui verdoie. Hein? Normalement, c'est la semaine prochaine. Oui, normalement, c'est la semaine prochaine. Mais on voit bien qu'il a démultiplié. Alors, on a débattu avec les maires, puis après, on a débattu avec les femmes, puis on a débattu avec les banlieues, puis on a débattu avec les enfants. Puis là, on va débattre avec les députés. Et puis demain, on va débattre avec les collectionneurs de nains de jardin. Et puis les joueurs de boules du dimanche. Enfin, on voit bien qu'en fait, il cherche à gagner du temps. Voilà. Le problème, c'est qu'il va bien falloir qu'il en sorte. Et déjà, le gouvernement est en train, puis la majorité est en train de préparer l'esprit des Français à la déception. Hein, on l'a bien vu au travers d'un certain nombre de déclarations. Évidemment, il n'y aura rien de fondamental. Vous dites tout à l'heure que vous êtes optimiste. Qu'est-ce que vous attendriez de la part du gouvernement? Non mais pardon, je ne suis pas optimiste de la part du gouvernement. Je suis optimiste pour la France. Je pense que c'est un gigantesque... c'est un gigantesque destin dans l'histoire du monde, avec un peuple qui est extraordinaire et qui donc a les capacités du sursaut. La semaine prochaine, vous serez à l'Assemblée, vous écouterez Édouard Philippe, qui devrait normalement faire un discours. Mais les députés sont là pour voter la loi.
Ils ne sont pas là pour débattre et servir en réalité d'acteurs, servir à la mascarade du gouvernement orchestré par le président de la République, qui s'en sert en réalité pour faire campagne aux européennes, ce qui est en plus assez déloyal comme méthode. Parce que quand on fait une campagne, il faut qu'il y ait une loyauté. Or, on voit bien qu'il utilise de manière parfaitement déloyale tous ces débats payés par la princesse pour faire sa campagne européenne. Je ne suis pas sûr que ça lui réussisse. Vous voulez un référendum, une dissolution ? Je veux la mise en œuvre du référendum d'initiative populaire et la mise en œuvre de la proportionnelle totale à l'Assemblée nationale. Parce que je pense que tous les problèmes... En 2022, pas avant. Pas une dissolution avec... Non, bien sûr, suivi d'une dissolution de l'Assemblée nationale. C'est la seule chose. Le retour au peuple, c'est la seule chose qui peut rétablir la confiance avec le peuple, mais c'est aussi la seule chose qui permet d'avoir à nouveau un débat sur... Quid de la justice sociale, quid de la justice fiscale, et tout cela sera à nouveau voté par une assemblée vraiment représentative de la volonté des Français. Donc vous demandez le changement de la loi électorale vous demandez le changement de la loi électorale et derrière une dissolution. Oui, parce que ce qui est voté aujourd'hui à l'Assemblée nationale, en réalité, n'émane pas de la majorité du peuple français. Il est là le problème fondamental. Et comme les Français ne se reconnaissent pas dans cette Assemblée nationale, eh bien, ils expriment leurs souhaits, leurs espérances, leurs préoccupations dans la rue. Ça veut dire un changement de constitution ou simplement un changement de loi électorale pour vous? Non, c'est juste un changement de loi électorale. Entre 86 et 88, il y avait la proportionnelle intégrale. Et ça s'est d'ailleurs très bien passé. Admettons qu'on mette la proportionnelle avec une prime à la liste arrivée en tête, mais il n'est pas normal que M. Mélenchon et moi-même, qui avons représenté ensemble 40% des votes à la présidentielle, ne représentent aujourd'hui que 25 députés sur 577. Nous représentons nous-mêmes, nous avons 0,7% de parlementaires. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça représente? C'est quand même assez éloigné de ce qu'on représente en termes d'idées dans le pays. Alors, puisqu'on parle de partis politiques, on va parler de financement des partis politiques. J'ai vu que la France Insoumise lançait un emprunt auprès de ses sympathisants. Ils ont récolté pas loin de 450 000 euros. D'ailleurs, ils demandent un chèque minimum de 400 ou 500 euros, je crois. Est-ce que vous allez faire de même pour financer la campagne électorale ou est-ce que vous avez suffisamment de moyens? Non, nous allons le faire nous-mêmes parce que aujourd'hui, l'intégralité des partis politiques d'opposition sont entre les mains des banques et ce sont les banques qui décident à qui on prête. Les banques vous refusent un prêt pour les européennes? Oui, totalement, alors que, évidemment, nous sommes très largement au-dessus de la barre des 5% pour être remboursés. Les banques refusent, mais elles refusent en réalité à tous les partis de. Et donc là, vous lancez aujourd'hui un appel, comment vous allez faire? Un emprunt? Vous vous rendez compte de la gravité démocratique. Vous avez parlé d'une banque pour la démocratie, de financement des partis politiques. Elle a été votée par l'Assemblée nationale. Ouais. Elle a été proposée par M. Bayrou, votée par l'Assemblée nationale, et ils l'ont mise à la poubelle. Et par conséquent, en ayant réduit toutes les possibilités de financement d'un côté, en contrepartie de cette banque de la démocratie, on se retrouve avec la réduction de tous les moyens et plus de banque de la démocratie. Nous sommes aujourd'hui entre les mains des banques qui décident qui ont droit de vie ou de mort sur les listes électorales. C'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Donc vous faites comme la France Insoumise, vous allez lancer aujourd'hui un emprunt. Nous n'avons pas d'autres possibilités. Vous lancez quand votre emprunt? Nous allons là, nous le lançons, nous sommes en train de donner la dernière main au site internet. Nous n'avons pas d'autres possibilités. Et vous rembourserez les adhérents ou les sympathisants après l'élection? Bien sûr, que d'aller demander aux Français de nous prêter pour 1 an les moyens de faire cette campagne. Je veux dire, c'est à eux aujourd'hui que revient, c'est terrible parce que ça ne devrait pas être le cas, mais c'est à eux aujourd'hui que revient la mission de sauver le fonctionnement démocratique de notre pays. Un mot, vous revenez de la Réunion et de Mayotte. J'imagine que vous avez là-bas, comme tous les hommes et femmes politiques, vu la pression migratoire, notamment des Comores. C'est effrayant. Je veux vous dire, on dit qu'il y a 250 000 personnes à Mayotte, il y en a 400 000. Voilà. Et la réalité, c'est que le nombre de clandestins sur l'île entraîne des conséquences qui sont des conséquences cataclysmiques en termes d'insécurité. À 18h, plus personne ne sort à Mayotte. Qu'est-ce que vous feriez concrètement? Mais on a tout, on arrête l'immigration, on arrête le droit du sol à Mayotte et partout ailleurs d'ailleurs. On arrête cette pompe aspirante de l'immigration. On arrête toutes les aides qui sont accordées. Mais il y a des bateaux qui accostent quasiment chaque jour à Mayotte. Mais écoutez, on vient des Comores à Mayotte de manière simplissime. Mais si c'est très simple pour venir, c'est très simple pour empêcher de venir. Donc nous avons un plan très
très simple pour empêcher ces arrivées, mais il faut aussi expliquer aux C'est quoi Comores... le plan très simple? C'est un plan très, très simple. Il suffit, je veux dire, ils passent tous par Mzomboro. Donc il suffit de mettre une frégate au large de Mzomboro pour empêcher les bateaux d'arriver et les ramener aux Comores. Et expliquer au gouvernement comorien que ça n'est pas comme ça qu'ils récupéreront Mayotte, parce qu'ils veulent en réalité récupérer Mayotte. Et ils le font par l'intermédiaire de cette immigration clandestine massive. Et le fait que le gouvernement ne fasse rien et laisse les Mahorais dans une situation mais de désespoir, il faut aller là-bas, voir la pauvreté, voir l'insécurité, voir les problèmes écologiques majeurs qu'entraîne cette immigration massive, c'est une trahison, c'est véritablement un abandon du parti de la France. Merci beaucoup Marine Le Pen.